Et si une invention née dans l'ombre d'Internet pouvait bouleverser les fondations mêmes de notre système financier? Une monnaie sans banque, sans frontières, mais aussi sans retour en arrière. Qui se cache derrière le Bitcoin? Pourquoi les gouvernements paniquent-ils? Et surtout, est-ce une chance historique ou un piège numérique? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de l'argent, à jamais. Introduction, le combat de la monnaie, et si la véritable révolution du XXIe siècle n'était ni politique ni même technologique, mais bien monétaire? En janvier 2009, en pleine crise financière mondiale, un message apparemment anodin surgit sur un forum cryptographique. Il s'agit du Genesis Block, le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, accompagné d'un message symbolique gravé comme une signature révolutionnaire de Times 3, janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Une déclaration de guerre silencieuse, codée dans la pierre numérique. Cette pierre, c'est la promesse d'une monnaie libre, sans maître, sans frontières, résistante à la censure. Depuis ce jour, le Bitcoin n'a cessé de fasciner, d'attirer, mais aussi d'inquiéter. Car, en se posant comme une alternative radicale au système bancaire traditionnel, il défie ouvertement les institutions, les gouvernements et même les banques centrales. Peut-on encore parler de simple monnaie? Ou s'agit-il d'une idéologie technologique capable d'ébranler les piliers même du pouvoir établi? Dans ce documentaire, nous allons plonger dans les profondeurs du phénomène Bitcoin, explorer ses origines, ses promesses, ses dérives, les craintes qu'il suscite dans les sphères du pouvoir et les stratégies, parfois brutales, souvent invisibles, mises en œuvre pour en contenir l'expansion. Le Bitcoin est-il une utopie anarchique ou le prélude à un nouvel ordre financier mondial? Partie 1. Les fondements du Bitcoin. Pourquoi une monnaie libre? Pour comprendre ce qu'est vraiment le Bitcoin, il faut d'abord comprendre ce contre quoi il se dresse. Le système monétaire actuel repose entièrement sur la confiance, confiance dans les États, confiance dans les banques centrales. Lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous faites confiance à un intermédiaire. Lorsque vous effectuez un paiement par carte, vous passez par un réseau contrôlé par de grandes entreprises privées. Ce système est centralisé, chaque transaction est potentiellement surveillée, enregistrée, voire bloquée. En 2008, la crise des subprimes vient brutalement exposer les failles de ce modèle. Dette excessive, opacité des marchés, sauvetage d'urgence orchestré par les gouvernements pour empêcher l'effondrement des banques. C'est dans ce contexte de méfiance, d'instabilité et de désillusion que naît le Bitcoin. Un projet porté par un mystérieux pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Son livre blanc, un texte fondateur, propose une vision radicale, une monnaie électronique peer-to-peer qui n'a besoin d'aucune autorité centrale. Les transactions sont enregistrées dans une blockchain, un registre public, transparent et immuable, partagé entre tous les participants du réseau. Ici, plus besoin de croire en un tiers. La confiance est transférée au code, à la logique mathématique, à l'algorithme. Chaque bitcoin est généré par un processus qu'on appelle le minage, un système qui récompense les participants en échange de leur puissance de calcul. Ce mécanisme assure la sécurité, l'intégrité et l'équilibre du système. Il garantit surtout qu'aucune transaction ne peut être falsifiée ni censurée. Mais au-delà de l'outil technique, Bitcoin est un manifeste idéologique, un cri de révolte, un appel à l'indépendance financière. Certains y voient un nouvel or numérique, capable de résister à l'inflation, aux manipulations des banques centrales. D'autres le perçoivent comme une arme subversive, contre le contrôle de l'État, une monnaie universelle, libre, sans censure et sans frontières. Partie 2, le pouvoir menacé. Pourquoi les États craignent-ils le Bitcoin? Depuis sa création, le Bitcoin intrigue, divise, inquiète. Pour certains, il incarne la liberté monétaire absolue. Mais pour les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières, il représente un danger existentiel. Car une monnaie qui échappe au contrôle d'un État remet en cause le fondement même du pouvoir monétaire. Historiquement, battre monnaie, c'est exercer une souveraineté. C'est l'État qui décide ce qu'est la valeur, ce qu'est la richesse, ce qu'est la confiance. Or, le Bitcoin inverse cette logique. La confiance ne repose plus sur une autorité, mais sur un réseau décentralisé, sur un protocole, sur une communauté mondiale. Pour un gouvernement, c'est une menace. Comment appliquer une politique monétaire si une part croissante de l'économie échappe à toute régulation? Comment lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale ou le financement du terrorisme si les transactions deviennent anonymes, traçables uniquement par le code? C'est un cauchemar pour les services de renseignement, pour les douanes, pour les banques elles-mêmes. D'ailleurs, de nombreuses voix se sont élevées. Christine Lagarde, ancienne présidente du FMI, aujourd'hui à la tête de la BCE, a déclaré « Le Bitcoin n'est pas une monnaie. C'est un actif hautement spéculatif qui peut menacer la stabilité financière si nous n'agissons pas. »
En Chine, le gouvernement a tout simplement interdit le minage et les échanges dans Bitcoin. Motif, question marque. Préserver la stabilité économique et préparer le terrain pour leur propre monnaie numérique d'État. Aux États-Unis, les autorités renforcent les exigences de conformité. Le FBI a déjà saisi des portefeuilles entiers et surveille activement le dark web, où le Bitcoin est utilisé dans des échanges illicites. En Europe, on prépare une législation stricte pour encadrer les cryptoactifs. Objectif, éviter que le Bitcoin ne devienne une zone grise, hors du radar fiscal. Mais, derrière cette volonté de régulation, se cache une crainte plus profonde. Et si le peuple reprenait le pouvoir sur la monnaie? Et si, demain, les citoyens n'avaient plus besoin de banques? Et si la valeur ne dépendait plus des taux fixés par une élite, mais d'un consensus global, transparent et résistant à la censure? Le Bitcoin n'est pas seulement un outil, c'est un miroir tendu aux puissants. Un rappel que la confiance ne se décrète plus d'en haut. Elle se construit, ligne par ligne, bloc après bloc, dans une chaîne immuable que personne ne contrôle seul. Partie 3, une guerre invisible, réguler, interdire ou s'adapter. Face à l'ascension fulgurante du Bitcoin, les réponses des gouvernements varient. Certains choisissent la répression frontale, d'autres tentent de comprendre, d'encadrer ou même d'en tirer profit. En Chine, la stratégie a été claire, tout interdire. Le minage, autrefois florissant dans les provinces riches en énergie bon marché, a été éradiqué. Résultat, les mineurs ont fui vers le Kazakhstan, le Texas ou le Canada, déplaçant la puissance de calcul mondiale sans jamais l'éteindre. Aux États-Unis, la méfiance reste forte, mais le débat est plus nuancé. Des sénateurs défendent la liberté d'innover, pendant que d'autres réclament des lois plus strictes, au nom de la sécurité nationale. En Europe, on parle de taxer, de tracer, de normaliser. L'Union européenne veut créer un cadre juridique pour les crypto-monnaies, le fameux règlement MiCA. Objectif affiché, protéger les consommateurs, mais aussi préserver la souveraineté monétaire. Car au fond, ce que redoutent les États, ce n'est pas seulement le Bitcoin, c'est la perte de contrôle. Une monnaie libre, c'est une population qui peut épargner, investir, transférer, sans rendre de compte. C'est un système économique qui échappe aux outils traditionnels, comme l'impression monétaire, les taux directeurs ou les gels d'actifs. Alors, la riposte s'organise. Partout où on voit émerger les CBDC, Central Bank Digital Currencies, des monnaies numériques, émises par les banques centrales elles-mêmes. L'idée? Offrir une alternative officielle au Bitcoin, une technologie moderne mais sous contrôle, une illusion de liberté, dans un cadre parfaitement surveillé. Mais peut-on vraiment rivaliser avec un système décentralisé? Par un outil né dans les bureaux d'une banque centrale, peut-on restaurer la confiance sans remettre en question les abus passés? Peut-on défendre l'innovation en criminalisant ses pionniers? Car oui, cette bataille est aussi idéologique. Elle oppose deux visions du monde. D'un côté, un ordre monétaire hiérarchique, fondé sur l'autorité et la régulation. De l'autre, un ordre monétaire distribué, fondé sur la transparence, le code et la liberté. Le Bitcoin n'a pas besoin d'un État pour exister. Il n'a pas de frontières, pas d'armée, pas de président. Mais il a une force immense. La confiance algorithmique partagée par des millions d'individus qui choisissent chaque jour d'y croire et de le faire vivre, bloc après bloc. Partie 4. Le Bitcoin face aux États. Peur, menaces et répression. Depuis sa création, le Bitcoin a suscité autant d'admiration que d'inquiétude. Ce n'est pas seulement une nouvelle technologie, c'est un choc pour l'ordre établi. Et les États, garants de la souveraineté monétaire, ne sont pas restés les bras croisés. En Chine, le pouvoir central a d'abord vu d'un bon œil cette innovation. Les mineurs chinois contrôlaient autrefois plus de 65% de la puissance de calcul mondiale du réseau Bitcoin. Mais très vite, le Parti communiste a compris les dangers. Perte de contrôle sur les flux financiers, évasion de capitaux et émergence d'un système parallèle incontrôlable. En 2021, Pékin a tranché. Interdiction totale du minage, fermeture des fermes de Bitcoin. Les images satellites ont même montré l'extinction brutale des grandes fermes énergétiques du Xinjiang et du Sichuan. La répression fut rapide, radicale et stratégique. Car la Chine n'a pas tourné le dos à la crypto par peur, mais pour mieux imposer sa propre monnaie numérique, centralisée, le e-yuan. Aux États-Unis, le ton est plus nuancé. D'un côté, les institutions financières comme Fidelity ou BlackRock commencent à intégrer le Bitcoin dans leurs produits. De l'autre, des sénateurs comme Elizabeth Warren appellent à une régulation stricte, voire à une guerre ouverte contre ce qu'ils appellent les dark coins. Les agences comme la SEC ou la CFTC multiplient les procès contre les plateformes d'échange, pendant que le FBI ferme des réseaux comme Silk Road ou saisit des portefeuilles contenant des millions de dollars en cryptoactifs. Pourtant, au sein même du Congrès, certains élus défendent l'usage du Bitcoin comme un droit constitutionnel.
Un nouveau front de guerre s'ouvre, celui des libertés individuelles. En Europe, le débat se concentre sur l'écologie et le blanchiment. L'Union européenne travaille sur la directive MiCA, visant à réguler les crypto-monnaies. Mais là encore, l'objectif réel est double, encadré et surveillé. Derrière la rhétorique verte et sécuritaire se cache une crainte profonde, celle de perdre la main sur le nerf de la guerre, la monnaie. Et pourtant, malgré toutes ces attaques, le réseau Bitcoin ne s'est jamais arrêté. Pas une seconde, il continue de produire bloc après bloc, comme un cœur qui bat, inarrêtable. Partie 5, El Salvador, l'expérience Bitcoin à l'échelle d'un pays, septembre 2021, un petit pays d'Amérique centrale, gangrené par la violence et la pauvreté, entre dans l'histoire. El Salvador devient le premier État au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Le président Nayib Bukele, jeune, médiatique et controversé, déclare la guerre au dollar et parie tout sur le Bitcoin. L'objectif ? Attirer les investisseurs, réduire les frais de transfert pour les expatriés et surtout offrir un avenir économique alternatif à son peuple. Des distributeurs automatiques de Bitcoin sont installés dans les rues, des commerçants sont formés à l'acceptation de cette monnaie et une application d'État, Chivo Wallet, est distribuée à toute la population avec l'équivalent de 30 $ en Bitcoin. Une aubaine pour certains, une aberration pour d'autres. Les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, ont vivement critiqué cette décision, menaçant même de couper certaines aides financières. La volatilité du marché a aussi effrayé la population. Après une première euphorie, beaucoup de Salvadoriens ont perdu confiance. Mais Bukele ne recule pas. Il annonce la construction d'une Bitcoin City, alimentée par l'énergie géothermique des volcans, et l'émission d'obligations souveraines en Bitcoin. Un pari fou, visionnaire pour certains, suicidaire pour d'autres. L'expérience salvadorienne est un laboratoire. Si elle réussit, elle pourrait être imitée par d'autres nations, notamment en Afrique et en Asie. Si elle échoue, elle pourrait servir d'argument aux détracteurs du Bitcoin pour des décennies. Partie 6. L'Afrique, prochain champ de bataille monétaire. Loin des projecteurs médiatiques occidentaux, un autre front se dessine. L'Afrique, un continent jeune, dynamique, où les systèmes bancaires traditionnels n'ont jamais vraiment atteint les zones rurales ou informelles. Là, le Bitcoin n'est pas un outil spéculatif, mais une solution concrète. Au Nigeria, au Kenya, au Ghana, des milliers de jeunes utilisent quotidiennement des crypto-monnaies pour contourner l'inflation. Partie 7. Bitcoin et l'environnement. Un faux procès ? Le Bitcoin, accusé de tous les maux, serait-il aussi une catastrophe écologique ? C'est en tout cas l'un des arguments les plus répandus par ses détracteurs. Le minage consomme trop d'électricité. Il pollue plus qu'un pays entier. Des affirmations frappantes, mais souvent mal comprises. Il est vrai que le minage de Bitcoin repose sur un processus énergivore, le Proof of Work, preuve de travail, qui mobilise une puissance de calcul colossale pour sécuriser le réseau. Des milliers de machines fonctionnent jour et nuit pour résoudre des calculs complexes et valider les transactions. Mais faut-il pour autant jeter la pierre ? Comparons. L'industrie bancaire mondiale, avec ses immeubles, ses serveurs, ses transports, ses employés, consomme bien plus que le réseau Bitcoin. Même chose pour le système de l'or. Extraction minière, transport sécurisé, stockage dans des coffres-forts à température contrôlée. Un gouffre énergétique souvent ignoré. Et surtout, une part croissante du minage se fait avec des énergies renouvelables. En Islande, au Canada, au Paraguay ou en Éthiopie. Les mineurs s'installent à proximité de barrages hydroélectriques, de volcans ou d'excédents d'énergie solaire inutilisés. Un paradoxe émerge alors, le Bitcoin pourrait même favoriser la transition énergétique, en valorisant les surplus d'électricité et en accélérant l'innovation vers des sources propres. Alors oui, le Bitcoin consomme de l'énergie. Mais est-ce un problème ou un choix de société ? Le smartphone dans votre poche, la climatisation, les vidéos en streaming, les voitures de luxe, les centres commerciaux illuminés, tout cela consomme aussi. La vraie question est, quelle énergie voulons-nous consommer ? Et pourquoi ? Partie 8. Les monnaies numériques de banque centrale, la riposte mondiale face à la montée du Bitcoin. Les États ne se contentent plus de réguler, de censurer ou d'interdire. Non, ils passent à l'offensive. Et leur arme, c'est la MNBC. Monnaie numérique de banque centrale, en anglais CBDC, des dollars numériques, des euros numériques, des yuans numériques, chaque grande puissance travaille désormais à numériser sa monnaie nationale. L'objectif affiché ? Moderniser le système de paiement, accélérer les transactions, réduire les coûts, mais derrière ce vernis technologique se cache une logique redoutable, le contrôle total. Avec une MNBC, chaque transaction peut être tracée, analysée, voire refusée. L'État devient le guichetier, le caissier, le banquier, le contrôleur. Imaginez un monde où votre argent expire après 30 jours ou ne peut pas être utilisé pour acheter certaines choses. Un monde où la monnaie n'est plus un outil de liberté, mais de surveillance absolue.
La Chine a déjà testé son yuan numérique dans plusieurs villes. L'Europe avance prudemment mais sûrement. Et les États-Unis, même s'ils tergiversent, ne peuvent ne rester à la traîne. La MNBC est l'ultime réponse des États face à la menace décentralisée du Bitcoin. C'est une autre vision du futur monétaire, une vision centralisée, programmable, potentiellement autoritaire. Et entre ces deux mondes, il va falloir choisir. Partie 9, Bitcoin, rêve libertaire ou illusion numérique. Depuis sa création, le Bitcoin a suscité autant de ferveur que de méfiance. Pour certains, il incarne la liberté monétaire, l'indépendance face à un système financier jugé corrompu ou inefficace. Pour d'autres, ce n'est qu'un actif spéculatif, un mirage numérique voué à l'échec ou à l'oubli. Mais au-delà des discours, que reste-t-il ? Ce qui distingue le Bitcoin, c'est sa communauté. Une armée mondiale de développeurs, d'activistes, d'investisseurs, de philosophes, qui voient en lui non pas un simple outil, mais une idée, une utopie cryptographique née des entrailles d'Internet. Une forme de résistance numérique, de révolte pacifique. Ces bitcoiners ne sont pas tous des anarchistes ou des marginaux. On y trouve des ingénieurs de la Silicon Valley, des familles en Amérique latine, des dissidents dans les régimes autoritaires, des moines technophiles. Et tous partagent un même cri silencieux. Don't trust, verify. Mais la route est longue, semée d'embûches. Le Bitcoin doit encore faire face à des défis majeurs. La scalabilité, comment gérer des millions de transactions par seconde sans sacrifier la décentralisation. La sécurité des portefeuilles, comment protéger les utilisateurs novices contre les arnaques ou les pertes. L'acceptation mondiale, comment convaincre commerçants, citoyens, États que cette monnaie sans nation peut devenir universelle. Et surtout, comment garder l'esprit du projet vivant. Car si le Bitcoin devient une marchandise de luxe, stockée par les riches et les grandes entreprises, a-t-il encore une âme? Si la spéculation l'emporte sur l'éthique, la mission originelle ne sera-t-elle pas trahie? Partie 10. Un futur incertain mais inarrêtable, personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Mais une chose est sûre, le Bitcoin a semé une graine. Une graine qui pousse, parfois lentement, parfois violemment, mais toujours profondément. Même si le Bitcoin disparaissait demain, l'idée, elle, ne mourra pas. Le concept de monnaie libre, de réseau décentralisé, de souveraineté numérique est désormais ancré dans la mémoire collective. Des alternatives émergeront. Des blockchains plus rapides, plus écologiques, plus adaptés peut-être. Mais le Bitcoin restera, comme le point zéro, le cri fondateur. Et si le monde se divise demain entre surveillance numérique et liberté algorithmique, alors le choix ne sera plus seulement économique. Il sera philosophique, éthique, civilisationnel. Parce qu'au fond, ce que le Bitcoin propose n'est pas une promesse de richesse. C'est une reconquête du pouvoir individuel dans un monde où tout semble vouloir nous en priver. Partie 11. Conclusion. Bitcoin, une révolution en marche. Depuis sa création, le Bitcoin a franchi bien des frontières, celles des pays, des institutions financières, mais surtout celles de l'imaginaire collectif. D'un simple fichier PDF publié en ligne par un inconnu est née une véritable révolution monétaire mondiale. Aujourd'hui encore, son identité reste un mystère. Mais son impact, lui, est bien réel. Il a bouleversé la manière dont nous concevons la valeur, la confiance et la liberté financière. Le Bitcoin n'est plus une simple curiosité numérique. Il est devenu un symbole puissant d'une époque en quête d'alternatives. Des particuliers au gouvernement, en passant par les grandes entreprises et les pays en développement, tous observent, expérimentent ou adoptent. Le Bitcoin divise, fascine, dérange, mais il avance. Et peut-être qu'au fond, c'est cela, le vrai pouvoir d'une révolution. Faire parler, faire réfléchir, faire bouger. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Bitcoin est-il l'avenir de la monnaie ou une bulle prête à éclater? La décentralisation est-elle une utopie ou une nécessité? Satoshi Nakamoto est-il un génie solitaire ou le visage caché d'un mouvement plus vaste? Dites-le nous en commentaire. Vos avis, vos analyses et même vos doutes nous intéressent. Si ce documentaire vous a éclairé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochains contenus sur les révolutions numériques, les crypto-monnaies et les enjeux géopolitiques de demain. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, ce n'est que le début d'un long voyage dans l'univers fascinant des technologies de demain.